Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, vous le voyez derrière moi. Oui, Mayotte est en crise, est-ce qu'on est réellement en crise? Ça va être la première question qu'on va poser à Daniel Zaidani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Daniel, déjà, est-ce que Mayotte, là, la minute où on parle, est réellement en crise? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là? Mayotte est toujours en crise. Oui. Et c'est vrai que les 7 dernières semaines n'ont pas arrangé les choses. Je pense que, comme vous le savez, le mouvement qui s'est lancé à la fin du mois de février était nécessaire. Parce que, à un moment donné, quand finalement le dialogue, lorsque nous sommes réellement dans un dialogue de sourds, il est important de pouvoir s'appuyer également sur la population pour manifester un certain nombre de revendications. Parce que, au fond, la population, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande une vraie départementalisation. Elle demande une meilleure reconnaissance de son statut. Elle demande un meilleur vivre à Mayotte. Aujourd'hui, la sécurité, elle demande une éducation de qualité. Elle demande à ce que, lorsque nous sortons dans la rue, les choses puissent se faire normalement, que lorsqu'on rentre à la maison, on ne se fasse pas agresser. On demande un mieux vivre à Mayotte. Et ça, c'est tout à fait légitime. Et tant que cela ne sera pas établi, forcément, nous serons en crise. Daniel Zaidani, on a entendu Rivo tout à l'heure qui restait sur le plateau du reste. On a entendu Rivo tout à l'heure qui expliquait les raisons de son exclusion de l'intersyndicale. Et on a fini l'entretien par une phrase toute simple, tout ça pour ça. Cette semaine, ok, la grève continue, mais on a le sentiment que là, ça s'arrête. J'allais dire, tant mieux pour l'économie, on va peut-être pouvoir redémarrer, etc., etc. Mais est-ce qu'on a répondu à l'attente de la population ? Bon, maintenant, je crois qu'il est clair que l'État a une part de responsabilité extrêmement forte sur la durée de la grève. Je pense qu'il est extrêmement facile de pouvoir apporter des réponses ou du moins établir un plan de rattrapage qui permettrait d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité. Personnellement, je n'étais personnellement pas spécialement pour les barrages. J'étais pour la grève, mais pas pour les barrages. Maintenant, c'est la forme qui a été choisie par le collectif et les syndicats pour manifester le mécontentement et faire un petit coucou à Paris. Pendant plus de 6 semaines, dans les médias, matin, midi, soir, l'intersyndicale comme les collectifs étaient dans les médias pour expliquer pourquoi la grève était la solution pour mieux se faire entendre. Nous avons vu une ministre de l'Outre-mer venir, nous avons vu une mission spéciale pour pouvoir échanger et pour autant la grève a continué. Moi, aujourd'hui, j'avoue être particulièrement surpris que avec l'arrivée du directeur de cabinet de la ministre, du jour au lendemain... C'est-à-dire le préfet de Mayotte même. Oui, mais directeur de cabinet de la ministre. Oui, mais je ne vois pas en quoi le préfet de Mayotte peut avoir plus de liens avec une ministre de l'Outre-mer qui siège tous les mercredis avec l'ensemble des ministres pour échanger sur leurs dossiers. Donc, pour ma part, je pense que lorsque la ministre de l'Outre-mer est venue sur le territoire, il y avait une possibilité à ce moment-là de lever les barrages. Je ne comprends pas en quoi l'arrivée d'un nouveau préfet permet de lever les barrages, si ce n'est éventuellement s'interroger sur cette grève, sur cette volonté de barrer les routes au moment où il y a eu une élection législative. On y vient. Est-ce que c'est ça, selon vous, le fond de cette grève? C'est-à-dire, à un moment donné, on surfe sur la grève et on s'en sert pour perturber les élections législatives. Clairement. Clairement, il y a une crise à Mayotte et il y a une nécessité d'avoir des réponses de l'État. Maintenant, je pense encore une fois que la méthode des barrages, pour ma part, n'était pas la meilleure. Mais à partir du moment où on a expliqué à la population que c'est ce qu'il fallait faire, on ne peut pas arrêter les barrages brutalement sans avoir eu aucune réponse concrète. C'est mon avis. Je ne dis pas qu'il faut continuer à faire les barrages. Je dis simplement qu'il y a une incohérence dans ce qui se fait. Et c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Ça manque de logique, cette grève ? Non, c'est pas la grève qui manque de logique. Ce qui manque de logique, c'est l'approche au départ globale des syndicats et du collectif et la chute.
On ne peut pas avoir une position extrêmement dure et la tenir pendant plusieurs semaines pour au final céder pour rien. C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ça qui va, à mon sens, décourager un grand nombre de notre population si demain d'aventure, les mêmes demandaient à ce qu'on fasse de nouveaux des barrages. Qui va accepter? Vous savez, moi, vous allez par exemple, bon, je parle pour la petite terre. Vous allez aujourd'hui en petite terre, ben, vous voyez nos mamans et nos cocos qui dorment au rond-point fer à chaud, qui cuisinent toute la journée parce que ça les tient aux tripes, cette crise. Pourquoi elles sont encore là? Elles attendent les instructions? Non, elles pensent que ça peut redémarrer? Elles sont totalement dans la crise. Elles sont conscientes que le Mayotte part à la dérive. Nous sommes tous conscients autour de cette table et nos auditeurs que Mayotte va mal, que nous n'avons pas suffisamment de considération, qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, qu'il n'y a pas suffisamment de droits communs sur le territoire. Et au final, on est conscient que l'avenir même de Mayotte est l'enjeu finalement de toutes ces discussions. Quand vous voyez effectivement les 101 points de l'intersyndicale, l'étude qui a été faite par les maires, l'étude qui a été faite par le Conseil général, les moyens qui doivent être développés sur Mayotte, on voit bien que derrière tout cela, il ne se passe rien. Moi, je me réjouis finalement quand même que le dialogue soit là, parce que on ne peut pas faire avancer les dossiers s'il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, il y a un dialogue. Je vais, à titre personnel, dans les réunions, du moins lorsque je suis invité. J'ai participé à celle qui portait sur les infrastructures et le développement. Mais je ne peux pas non plus accepter que lorsque je vais dans cette réunion, celui qui tient la réunion, M. Smith, est contre la piste longue, il est contre la route de contournement, il est contre tout investissement important, il estime que les réseaux routiers seront saturés en 2030. Il met la priorité sur l'assainissement. Et il met la priorité sur l'assainissement. Bon, moi, je crois à un moment donné que je veux bien qu'ils viennent sur le territoire écouter ce que les Mahorais ont à dire, mais je n'attends pas de sa part qu'il vienne nous expliquer ce que Paris compte faire à Mayotte. Je veux que Paris, quand même, tienne compte de la réalité du terrain, du mal-être qu'il y a sur le territoire et du besoin de développer ce territoire. On ne va pas développer ce territoire en asphyxiant les réseaux routiers et en empêchant le développement d'infrastructures massifs. Il faut arrêter 5 minutes. De la même manière, lorsque j'ai participé à la réunion sur l'éducation, à ma grande surprise, on n'a aucun plan particulier défini pour la construction des écoles. Rivot, aujourd'hui, avec ses amis, dénonce le contexte actuel où les constructions ne se font pas. Il y a 10 ans en arrière, parce qu'il faut aussi faire un peu du rétropédalage, il y a 10 ans en arrière, on parlait de 400 salles de classe. Aujourd'hui, on parle de plus de 600 classes de classe. Pourquoi? Parce que les choses ne se font pas, ou ne se font pas suffisamment. Donc, nous avons besoin que les choses s'améliorent. Moi, j'ai proposé très clairement que dire qu'il fallait, que c'était une erreur de détruire le SMIAM, parce que finalement, c'était là où il y avait l'ingénierie, parce que vous savez, le fameux terme ingénierie à Mayotte, il n'y en a pas. Ben, bien évidemment que dans les communes les plus petites, il n'y en a pas particulièrement parce que les moyens ne sont pas là. Donc, quand vous aviez un établissement en intercommunalité, je pense que c'était plus logique pour construire les établissements scolaires. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et on voit bien que 3 ans après la destruction du SMIAM, on voit bien qu'il n'y a pas pour autant beaucoup plus de construction. Cette délégation est venue pour nous écouter, mais ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils veulent nous faire avaler des couleuvres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un message qui vient d'arriver. Hein. Mais c'est exactement cela. Oui. Maintenant, il appartient aux élus qui sont de premier rang, parce que ces mêmes élus, ces réunions ont pour but de préparer les élus pour leur rencontre avec le Premier ministre. Je n'y serai pas, mais j'ai dit ce que j'avais à dire dans ces réunions. Peut-être que je ne serai plus invité, vu le ton que j'ai employé dans le cadre de ces réunions. Mais dans tous les cas, il est clair que leur objectif, pour moi,
c'est effectivement convaincre les élus qu'il n'y a pas de nécessité d'en faire beaucoup plus actuellement. Alors, dans un instant, on va parler de ce fameux rapport de la Cour des comptes au niveau du Conseil général, du Conseil départemental, pardon, un rapport catastrophique et qui va faire du mal au Conseil départemental. On va évidemment en parler, mais puisqu'il est resté sur notre plateau, c'est pas grave, on va rallonger le temps de parole. Rivo, j'ai l'impression que vous avez trouvé ici, dans Daniel Zaidani, un soutien. Non, je pense que c'est, on va dire, une certaine écoute, on va dire. Ouais, non, ouais. ça quand même conforte, ça peut conforter la position de ces gars qui tenaient les barragistes, les barrages, je veux dire, de ces, du SNUPP qui est taxé d'être jusqu'au boutiste. Peut-être qu'on n'avait pas les mêmes informations, les mêmes arguments pour expliquer pourquoi il fallait tenir. Et là, je vois maintenant se dessiner l'avenir, c'est-à-dire dans un futur très proche. On nous a parlé des mesures à la fin du mois d'avril. Bon, ben, on commence à comprendre, effectivement, et je pense qu'on peut dire que tout ça pour ça. Et que ça nous conforte dans la position de dire faudrait maintenir la pression jusqu'au jour où effectivement, jusqu'au jour où il y a des réponses et que les réponses ne devraient pas être prises en métropole, à Paris. Ça devrait être prise ici à Mayotte. Mais effectivement, on a raté le coche. Daniel Zaidani, on va attaquer un gros dossier, notamment celui de la Cour des comptes, un rapport qui est sorti, assassin. Véritablement assassin envers le conseil départemental. Ils n'ont rien inventé. Tout ce qui est écrit dedans, c'est évidemment juste, puisqu'on doit les croire, la Cour des comptes. Il y a des choses qui vous étonnent dans ce que vous avez vu? Alors, il y a deux rapports effectivement qui sont sortis ce vendredi, le 6. Oui. Un sur le STM et un autre sur les ressources humaines. Sur les ressources humaines, c'est une période de 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc qui couvre aussi bien effectivement une partie de ma présidence et la présidence actuelle. J'avoue être un peu déçu parce que un rapport sur les ressources humaines, pour moi, est un rapport ambitieux qui devrait traiter réellement de tout. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on s'intéresse beaucoup aux petits détails qui n'apportent pas grand-chose à la vision globale sur les ressources humaines. Déjà, je le dis clairement, j'ai apporté une réponse écrite. Donc je suis déjà assez surpris qu'il ait écrit que je n'ai pas apporté de réponse écrite sur la période. Ensuite, je crois qu'effectivement, il y a une réalité. Un conseil général avec 2800 et quelques agents lorsque j'arrive, et que finalement on constate à la fin de mon mandat que j'ai mis en place la titularisation, que j'ai répondu à la demande du président de la République en faisant appel à des emplois aidés comme les emplois d'avenir pour accompagner les jeunes qui étaient dans le chômage. Moi, je suis quand même assez surpris aujourd'hui que la Chambre régionale des comptes reproche au conseil départemental de sécuriser définitivement les emplois des agents qui étaient dans le conseil. Que ça, Daniel non, Zaidani, mais moi, je parle de ce qui me concerne. Oui, oui. Je trouve quand même particulièrement étonnant que la Chambre régionale des comptes reproche que nous sortons de la précarité les contractuels pour les sécuriser dans un poste de titulaire pour des personnes qui étaient là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Moi, je suis assez surpris de cette approche. D'autant plus... Elle parle aussi de cet argent, ces millions d'euros qui s'envolent en formation fictive, en déplacement prenons un exemple. mirobolant. Non, je vous prends par étapes. De la même manière, je suis assez surpris que la Chambre régionale des comptes reproche au Conseil départemental de Mayotte de mettre en place des recrutements auprès des jeunes qui sont dans le chômage, qui ne sont pas aidés, et qui nous reprochent à nous de le faire, alors que c'est une politique de l'État qui est payée par l'État. Donc, soit on reproche à l'État de mettre en place des emplois aidés, mais on ne peut pas reprocher au conseil départemental de faire appel à des emplois aidés qui sont proposés par l'État. Bon, ça c'est une petite parenthèse. De la même manière, vous me parlez des missions. Moi, je ne peux pas parler de toutes les missions. De gaspillage de manière générale. Moi, je veux bien. Mais quand je lis par exemple le document, on reproche à ce que 6 caddies partent à Marseille pour rencontrer des Mahorais. Mais il faut aussi poser les questions. Je me rappelle particulièrement de cette mission parce que oui,
les Mahorais installés dans les Bouches-du-Rhône nous ont signalé qu'il y avait une nécessité d'avoir des caddies dans la région parce que beaucoup de jeunes Mahorais étaient tentés par le discours islamiste et le départ pour faire le djihad en Syrie. Donc, moi, j'estime que l'action qui consistait à faire partir 6 caddies pendant plus de 10 jours dans les Bouches-du-Rhône pour dialoguer avec ces jeunes était une chose positive. Quand je vois le nombre d'attentats qu'il y a en France métropolitaine, on devrait plutôt me féliciter de cette action. Donc moi, je suis assez surpris qu'on s'intéresse à ce type de détails. Le problème, c'est qu'il est vrai que lorsqu'on habite à La Réunion, et qu'on veut faire une étude sur ce qui se passe au conseil départemental de Mayotte, tant bien même que cette étude dure pendant 1 an. On ne va pas me faire croire quand même que cette étude sera pertinente lorsqu'on réside à La Réunion. Il faut venir, on ne peut pas se contenter simplement Ça veut dire des quoi, délibérations. Que ce qui dénonce dans ce rapport, la Cour des comptes, pardon, se plante je vous parle de la période qui concerne Daniel Zaïdani. Oui. Bon. Maintenant, moi, vous m'avez donné des détails, vous m'avez posé des questions sur les déplacements. De la même manière, vous prenez ce rapport, on reproche que les billets coûtent cher. Mais ce n'est pas la faute du conseil départemental, c'est les billets coûtent cher. Moi, j'encourage la Chambre régionale des comptes à être d'accord avec nous, d'avoir une piste longue à Mayotte et pour que la concurrence se mette en place. C'est ça la réalité. On ne va pas reprocher au conseil Mais on départemental. n'a pas dépensé de l'argent, selon vous, à l'époque où vous étiez président, on n'a pas dépensé de l'argent inutilement, de l'argent public inutilement? Je pense que sous ma présidence, nous avons mis en place en concertation et conformément au texte de loi pour sécuriser l'emploi des agents. La titularisation est une bonne chose. D'ailleurs, elle a été impulsée dès 2009 par des accords entre l'État, le conseil départemental et les agents pour la bascule vers le droit commun. Donc on est dans un processus tout à fait normal. Moi, je trouve étonnant simplement qu'on reproche au conseil départemental d'avoir mis en place l'indexation. Je suis content que Rivo est là. Ça fait 10 ans que les gens se battaient pour avoir l'indexation. Comment voulez-vous que pendant 10 ans, on se batte pour avoir l'indexation sur le territoire de Mayotte, l'État accorde l'indexation aux fonctionnaires d'État, et vous voulez que la plus grande collectivité de l'île refuse cette indexation? Je suis dans la logique. On ne peut pas me reprocher de voir la masse salariale progresser parce que je fais des titularisations, donc je sécurise l'emploi, et parce que je mets en place l'indexation. En gros, s'il y a des problèmes c'est totalement financiers, aberrant. C'est s'il y a totalement aberrant. S'il y a des problèmes financiers au conseil départemental, Daniel Zaïdani, vous nous dites que c'est la faute de l'État. S'il y a des problèmes financiers, je ne peux pas accepter, et là je le dis très clairement, lorsque la Chambre régionale des comptes fait un rapport sur la départementalisation qui sort en janvier 2016, ce rapport explique très clairement que d'un côté, effectivement, il y a 32 millions d'euros d'impôts qui devraient être reversés à l'État. Il le rappelle dans le rapport qui est paru ce vendredi. Mais il omet de rappeler, comme il avait dit dans ce rapport de janvier 2016, que l'État a truandé le conseil départemental en ne lui accordant pas l'égalité fiscale en matière de compensation. Et c'est une perte de 20 millions d'euros par an. Et si on part de 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça représente quand même 80 millions d'euros. Il le dit dans le rapport de janvier 2016, il omet de le préciser dans le rapport qui sort vendredi, laissant entendre que finalement la dérive financière n'est du fait que du conseil départemental. Je m'assure. Maintenant, je laisse la responsabilité au président actuel et son équipe d'expliquer pourquoi, effectivement, on parle de népotisme, c'est-à-dire qu'on fait des recrutements de sa famille. Je demande au président, effectivement, de s'expliquer sur pas le toilettage, je veux dire sur le redéploiement du personnel qui apparemment ne s'est pas fait dans les normes. Ça, c'est une autre partie qui est évoquée. Mais je dis que sur l'aspect financier, il faut prendre le temps non pas de se contenter d'une délibération qui dira « je suis en mission ministérielle », mais qui ne va pas préciser le contenu. Daniel Zaïdani, il y a une autre partie dans ce rapport qui s'attaque clairement au STM. Et ils vont loin, ils disent même qu'il faudrait vendre les barges. Alors, non, moi, je suis d'accord avec vous. Si j'ai bien apporté une réponse,
si j'ai bien apporté une réponse Ouais. sur les ressources humaines, je vous confirme que je n'ai pas répondu sur le rapport concernant le STM. Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, lorsque le rédacteur de ce rapport dit dès les premières lignes, il écrit que l'acquisition du Kariani, du Polé et du Naouda était injustifiée et aurait dû avoir une étude préalable pour se faire, et que c'était du gaspillage financier et que ces barges, ces amphidromes sont totalement vides et tournent à vide. Moi, à partir de là, je ne lis plus le rapport parce que effectivement, cela démontre, c'est ce qui est écrit dans le rapport, cela démontre encore une fois que lorsqu'on habite à La Réunion et qu'on veut faire une étude sur ce qui se passe à Mayotte, ce n'est pas crédible d'écrire que l'acquisition du Polé et du Kariani était inutile et qu'elle tourne à vide. J'ai pris le Kariani ce matin à 6 heures pour être sur votre plateau, d'accord? Il était plein sur les 33 places de voitures et de motos. Mais est-ce qu'il est plein le reste de la journée? Mais Il bien est plein aux sûr, heures de pointe. mais bien sûr qu'il est plein. Vous voyez, là, pendant la grève, il manquait 2 amphidromes. Ah ben, automatiquement, ça a créé des embouteillages en grande terre. Clairement. Donc, moi, des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement des barges et qui viennent m'expliquer que cette acquisition est totalement inutile, moi, ils perdent toute crédibilité par la suite. Par contre, je reconnais qu'effectivement, que moi, je constate qu'ils parlent de détournement, de tickets de barge, etc. Ce que je sais, par contre, lorsque j'ai été président, nous avons pris un agent en flagrant délit de revente de tickets. Nous l'avons amené au conseil de discipline. Nous l'avons amené au tribunal. Arrivé là-bas, le tribunal a dit non, mais c'est juste un ticket, laissez-le tranquille. Nous, l'élu et le directeur du STM, à ce moment-là, sommes passés pour des cons vis-à-vis du tribunal. Donc, moi... Et des salariés aussi. Et des salariés. Et les salariés se foutaient bien de notre gueule. Donc, moi, je le dis, je veux bien qu'on écrive des grandes phrases, mais qu'on soit logique. De la même manière, lorsqu'on parle, par exemple, de l'absentéisme, soyons sérieux, nous sommes dans une administration. S'il n'y a pas de signalement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être présent. Il faut préalablement avoir un signalement, que la DRH ait ces signalements-là, et à partir de là, la DRH peut réagir. Et c'est pour cela que nous avons mis à pied un certain nombre d'agents de mon temps lorsque les signalements étaient là. Mais moi, je vous dis une chose, dans tous les cas, et c'est ça que je dirais pour conclure sur ce rapport. Il y a encore un point qu'il faudra... Oui, sur ce rapport. Oui. Oui. Je crois que il y a une chose. Le président du conseil départemental actuel devrait néanmoins prendre très au sérieux ce qui a été écrit. Tant bien même que parfois il y a des choses des raccourcis qui sont faits sur certaines choses. Mais dans tous les cas, il y a une nécessité d'avoir une administration forte avec un DGS fort. Ça fait 1 an que nous avons nommé maintenant le DGS du conseil départemental. Alors je le dis, il est trop souvent en mission, il est trop souvent hors du territoire. Ce n'est pas le président du conseil départemental et les élus qui vont tenir l'administration et maintenir un bon fonctionnement. C'est au DGS et au DGA. Ils ont été recrutés, ils sont bien rémunérés, comme le rappelle la Cour des comptes. Il leur appartient maintenant de diminuer leurs déplacements à l'extérieur et de s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur. Voilà ce que j'aurais à dire pour conclure. Daniel Zaidani, jeudi, il semblerait que des élus mahorais vont aller à Moroni pour tenter de trouver une issue, alors que la diplomatie française s'est déplacée à Moroni, et c'est un échec, clairement. À l'heure actuelle, Moroni, quand je dis Moroni, c'est les Comores, refuse de reprendre leurs ressortissants. Est-ce que vous pensez que cette délégation mahoraise, jeudi, va réussir ce pari? Déjà, est-ce qu'elle doit y aller? Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. De quoi? D'y aller? D'y aller. Oui. Maintenant, je ne sais pas qui va y aller. Si c'est les notables de Mayotte qui vont rencontrer les notables des Comores, pourquoi pas. Oui. Mais entre nous... si ce sont vraiment des parlementaires ou le président du conseil départemental, en tout cas, c'est pas Daniel Zaidani, ça c'est sûr, je ne sais pas qui c'est. Mais maintenant, entre nous, quand on est en crise, si aucune solution est trouvée, toute solution peut être bonne si elle apporte quelque chose. De la même manière, lorsque j'entends les anciens élus qui demandent à être reçus et écoutés également par l'interministériel pour faire avancer les dossiers, c'est une bonne chose. Donc, pourquoi pas? Mais je suis sceptique. Qu'est-ce que vous pensez quand vous avez entendu effectivement le ministre des Affaires étrangères expliquer, donner sa position sur l'immigration à Mayotte? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de lui répondre?
Bah écoutez, je trouve que il est dans son rôle et il a bien maintenu la posture de tous les présidents qui se sont succédés aux Comores. Maintenant, il appartient à la France de tenir compte de ce qu'il dit, parce que je suis quand même désolé. Lorsqu'il dit que Mayotte n'est pas à la hauteur en termes de développement pour le territoire de Mayotte, il a raison. Il a totalement raison. Maintenant, là où ce que je peux, moi, lui reprocher, c'est qu'il ne se préoccupe pas suffisamment du bien-être de sa population aux Comores. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais il est clair maintenant qu'on ne peut pas développer Mayotte et négliger les anciennes colonies françaises. Je crois que la France, aujourd'hui, a une responsabilité vis-à-vis de ces anciennes colonies, que ce soit Madagascar ou les Comores, et qu'à partir de là, elle doit accompagner ces territoires dans leur développement, et la France n'en fait pas suffisamment. Vous savez, depuis Brigitte Girardin en 2006, il n'y a pas eu de convention cadre de développement entre l'État français et l'État des Comores. Ça fait quand même plus de 12 ans. Pas de coopération entre deux États. Ouais, de vraie coopération. Voilà, et ça, c'est un problème. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Mayotte paye les pots cassés. On constate cette flambée de la délinquance, de cette immigration qui génère, avec une lutte contre l'immigration qui génère des mineurs isolés qui, une fois adultes, peuvent potentiellement être dangereux. Je crois vraiment qu'il y a une nécessité de faire quelque chose. L'État peut le faire puisqu'elle le fait. Elle fait des conventions aujourd'hui avec l'Égypte. Elle fait des conventions avec le Maroc. Tout ça parce que le Maroc est à quelques kilomètres de la côte française. Mayotte est français. On devrait se préoccuper aussi de la frontière qu'il y a ici sur le territoire. On a beaucoup de SMS évidemment qui arrivent, mais il y en a un qui est plutôt intéressant et il dit on peut s'étonner aussi que ce rapport, qui a priori date de décembre 2017, que ce rapport sorte opportunément pendant la crise actuelle et que ce soit le GIR qui allume la mèche. Et dans ce message, on dit je rappelle que le préfet actuel de Mayotte était préfet de la Réunion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut y voir une corrélation, c'est-à-dire se servir de la crise pour sortir ce rapport à ce moment-là et pointer du doigt les élus mahorais? Bah, écoutez, moi je suis abonné au GIR. Ouais. À titre personnel, je suis abonné, je le lis toutes les semaines. Tous les jours plutôt. Et effectivement, quand je lis l'édito qui a été écrit par le journaliste à l'intérieur de... Parce que c'est 3 pages qui est consacré au GIR. Vous lisez l'édito qui est à l'intérieur de ces 3 pages, on se rend compte qu'il y a une volonté réelle de dénoncer les élus de Mayotte et tuer le conseil départemental. Et que s'il y a une crise aujourd'hui, parce que c'est écrit comme ça, que s'il y a une crise aujourd'hui à Mayotte, ce n'est pas à cause de l'État, mais c'est d'abord à cause des élus. Donc pour moi, il y a aussi une volonté de donner un autre ton, un autre discours de manière opportune à ce moment-là. Le but, Rivo, c'est quoi? C'est de décrédibiliser les élus mahorais. Mais il y a forcément un fond de vérité dans ce rapport. On ne peut pas imaginer qu'il y a un rapport qui a été fait uniquement pour décrédibiliser les élus. Je pense que si on se rappelle de l'attitude des élus de Mayotte pendant le mouvement de grève, et à chaque fois qu'on a sollicité le soutien de nos élus, il y a eu des hauts et des bas. Mais je pense que c'est effectivement en relation avec tout ce qui va sortir par rapport au rapport de la Cour des comptes. Et je veux dire que ça a été fluctuant. Tantôt ils étaient d'accord avec nous, tantôt ils ont voulu prendre la fuite. Enfin, ils ont pris la fuite. Et il y a eu quand même des mots sur des passages sur ces rapports de la Cour des comptes qui ont fait que ça s'est vite dégonflé. Rivo, merci. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir répondu à nos questions et d'être venu aussitôt sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Cours.